Bonjour, je suis David Seguegui, Solution Architect chez Red Hat, et l'objet de la démo aujourd'hui, c'est de vous présenter OpenShift Virtualisation, aussi connu sous le nom de KubeVirt en version communautaire. Dans un premier temps, nous allons importer une VM depuis VMware, nous allons exposer cette VM à un service à base de conteneurs, puis détailler les étapes lors de la démo, de manière à ce que ce soit le plus didactique possible. A tout de suite pour la démo. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder l'AVM que l'on se propose d'importer sur OpenShift. Donc c'est une VM, tout ce qui est de plus classique, qui tourne sur un vSphere 6.7. Donc là on a actuellement connecté sur le vCenter. Donc cette VM ici, donc c'est une RHEL 7.9. On va simplement aller vérifier qu'on a un peu de données dans cette base SQL Server. Donc on a un petit script SQL assez basique qui va faire une requête, un query. Donc là on se rend compte qu'on a une base qui s'appelle MyContact, avec des noms de villes. Bon, après, le nom de base n'est pas forcément en relation avec le contenu qui est dedans, mais on a principalement ces villes qui sont présentes, donc Lyon, Marseille, Paris, Bordeaux et Toulouse. Donc, c'est le jeu de données qui sont présentes sur la base SQL. Et donc, cette VM-là, on va la migrer telle qu'elle, entre guillemets, sur OpenShift. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est éteindre cette VM. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire, parce qu'actuellement, on ne va pas forcément supporter le fait d'avoir une VM qui tourne. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une VM qui tourne côté VMware ou côté n'importe quel hyperviseur, vous avez des écritures qui sont faites en permanence, et puis notamment il y a la mémoire qui tourne, donc on n'est pas certain quand on migre cette donnée-là qu'elle soit consistante. C'est la raison pour laquelle on éteint la machine. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur OpenShift. Donc là, on est sur la console OpenShift. Donc on va simplement faire un petit tour de ce dont on a besoin pour faire de la virtualisation sur la plateforme. Alors principalement deux choses. La partie OpenShift Virtualisation va se déployer par le biais d'un opérateur, donc c'est l'opérateur OpenShift Virtualisation, donc en l'occurrence le 2.4.5. Là, je suis sur une version d'OpenShift 4.6.9 de mémoire, et donc cet opérateur-là va permettre de déployer une instance de ce qu'on appelle le Hyper-Converged Cluster. Ça va sélectionner un certain nombre de workers qui ont les bons prérequis pour pouvoir déployer des namespace pods de type machine virtuelle. Et une fois qu'on a ça, on n'a pas besoin de grand chose. À chaque fois qu'on va s'aller dans un namespace, on va avoir dans la partie workload cette partie virtualisation qui va apparaître, et donc qui va permettre de créer des machines virtuelles. Un autre élément qui est, je pense, important et intéressant, c'est la partie stockage persistant. Donc en l'occurrence sur cette plateforme, on a un cluster, donc OpenShift Container Storage, donc qui est la version de Software Defined Storage standard, on va dire, avec OpenShift 4, qui permet de disposer à la fois de fichiers et d'objets. Donc dans le cas qui va nous intéresser, on va avoir besoin de persistant de volume, RWX. La petite subtilité, on le verra, c'est que sur une machine virtuelle en KubeVirt et en OpenShift Virtualisation, on pourra aller prendre un persistant de volume, RWX, mais sur une classe de stockage de type bloc, ce qui est un des rares cas d'usage où on peut faire ça. On peut évidemment le faire en fichier, mais ça c'est plus traditionnel. Mais dans ce contexte-là, du coup, ça nous permettra d'associer un volume RWX en bloc, donc en CFRBD, et donc de faire de la mobilité derrière. Donc ceci étant dit, on va se mettre dans notre projet qui va nous permettre de travailler, donc le projet VirtuTest 001. Ensuite, comme on l'a vu côté workload, on a la partie virtualisation, où on va pouvoir créer des machines virtuelles. Donc on a plusieurs possibilités pour le faire. La première possibilité, c'est de créer une machine virtuelle directement avec un wizard. On va renseigner un certain nombre de paramètres, des paramètres qui sont assez proches de ce qu'on va voir au niveau de l'import, ou alors directement avec un fichier YAML de description. Bon, on verra aussi l'équivalent du fichier YAML dans chacun des cas. Donc dans ce scénario qui nous intéresse, la machine elle vient de la partie vSphere, on vient de l'éteindre, on sait qu'on a une base SQL Server en 2019 dessus, donc on n'a plus qu'à faire un import. Donc pour faire un import, ce qu'on va faire, c'est sélectionner un provider. Donc là, j'ai déjà créé un provider avec des credentials, donc ce qu'on appelle une vCenter instance, où en fait j'ai, comment dirais-je, spécifié le endpoint, donc l'URL de mon vCenter, un login password qui me permettent de me connecter. Et donc là, ça va lui permettre de voir directement tout ce qui est présent sur ce vCenter, donc toutes les machines qui sont présentes ici. Donc celle qui m'intéresse en l'occurrence, c'est la machine test OCP2 qu'on a vu tout à l'heure, sur laquelle on s'est connecté en console. Bon là, pour le coup, elle est éteinte, c'est normal.
Alors tout de suite, à la détection, il va nous dire qu'il a besoin d'une information pour réaliser l'import, qui est l'information liée au système d'exploitation. Donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir sélectionner dans les étapes suivantes. Donc je sais que je suis en RHEL 7, donc je vais pouvoir le positionner ici. Donc ça, c'est des informations dont KVM a besoin pour bosser de manière plus efficace. En termes de mémoire, je suis en environnement de démo, donc j'ai pas forcément besoin d'autant de RAM, même si c'est la RAM qu'avait ma machine côté VMware. Voilà, je vais pouvoir tout à fait bosser avec simplement 4 Go, parce qu'il n'y a pas grand chose dans la base. Une autre étape qui est importante, et surtout quand on migre une machine virtuelle d'un environnement de virtu classique vers un OpenShift, on peut faire beaucoup de choses en SDN OpenShift, notamment par rapport au mode d'accès, par rapport au type d'interface qu'on va mettre sur les pods avec Mutus. En l'occurrence, j'ai un SDN vraiment de base traditionnel, donc l'OpenShift SDN avec le bridge. Côté OpenShift, si je me laisse en mode bridge ici, le problème c'est que je ne serai pas entre guillemets routable, donc ce sera assez difficile d'accéder à ma VM. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je me mette en mode mascarade pour me mettre en NAT en quelque sorte, ce qui permettra à la machine de sortir sur Internet facilement si j'ai envie d'installer des packages, et puis aussi d'exposer la machine à un service de manière plus efficace. L'étape suivante, et là ça rejoindra ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que j'ai un disque ici qui permet de backer la VM. Ce que je vais faire, c'est sélectionner une classe de stockage qui est plus adaptée. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai deux classes de stockage en OpenShift Container Storage, donc soit en bloc, donc RBD, soit en file system. L'avantage que j'ai ici dans OpenShift Virt, c'est que je vais pouvoir prendre du RBD, qui est du bloc, je vais pouvoir le spécifier ici, et je vais pouvoir me mettre en RWX. Donc ça, c'est assez atypique. Pour ceux qui connaissent un peu les storage classes, c'est le fait d'avoir du bloc et de pouvoir faire du RWX. Mais ça permet de répondre au cas d'usage qui consiste à dire j'ai une VM qui est un pod, j'ai besoin d'un stockage, un PV, j'ai besoin qu'il soit RWX parce que c'est ça qui va me permettre de faire de l'instance migration, c'est-à-dire de migrer ma VM d'un worker à un autre sans arrêt de service. Mais j'aimerais bien être en bloc, bon, parce que c'est quand même une base de données, donc je préfère effectivement ce type de storage class par rapport à du fichier. Donc là on a vraiment tous les avantages, c'est à la fois l'aspect fonctionnel RWX, mais l'aspect perf potentiel avec la partie bloc. Les étapes suivantes, ça va être potentiellement, parce qu'on est en KVM, le fait de mettre un cloud init. Donc ça, c'est des choses qu'on va utiliser à l'instanciation pour injecter une clé SSH, changer le password, changer les fichiers de conf. Donc c'est du KVM, toute la unité est supportée. Là, ma VM est déjà préexistante, donc j'ai pas forcément besoin de ça. Je vais avoir ensuite un récapitulatif de toutes les configurations qui ont été choisies. Donc la partie réseau, la partie stockage, je retrouve bien ma storage class que j'ai choisi sur OCS. Donc tout ça me permet de faire un import. Quand l'import démarre, ce qui se passe, c'est qu'il y a un pod qui va être créé, qui est en cours d'initialisation typiquement. Donc le V2V, c'est celui qui va permettre de faire l'opération, et ce pod-là va démarrer des opérations, et donc va s'interfacer à vCenter avec une extension de l'API qui s'appelle VDDK, et c'est ça qui va permettre de lire le disque de la VM en VMFS, et puis de récupérer en fait toute la data. On va la lire pour pouvoir la convertir au format de disque KVM, donc ce qui permettra à la machine de fonctionner. Donc on va attendre quelques instants que ces éléments se terminent avant de passer à la suite de la démo. Donc on voit que l'import vient de se terminer, donc il a lu toute la donnée sur la partie disque VMFS avec la partie extension VDDK, donc ça s'est bien passé normalement, donc ça s'est terminé de manière correcte, donc on devrait se retrouver en principe avec une machine virtuelle qui est présente ici, donc la partie virt test 01. Donc cette machine, on va pouvoir réaliser un certain nombre d'opérations dessus, donc c'est pas forcément l'objet, on fera simplement à la fin de la démo une partie migration, on peut les arrêter, les redémarrer, réaliser des opérations de clone. Ce qui nous intéresse là plus concrètement, c'est d'aller sur la console, de se loguer et de vérifier que la donnée est toujours présente, la donnée sur la base SQL Server. Donc on va lancer le même script que tout à l'heure pour faire la requête. Et normalement, on devrait avoir la donnée, donc on a bien effectivement cette donnée qui est présente. Donc on a cette machine qui était avec une base SQL Server, côté VMware, avec la data qu'on a arrêtée, qu'on a importée. On se retrouve avec la même chose ici, donc une machine qui est exploitable. Pour pouvoir l'exploiter, ce que l'on va faire en fait, c'est que l'on va aller créer une nouvelle application, donc la petite application en .NET, qui nous permettra du coup d'exploiter la donnée qui est présente ici. On va du coup basculer sur une autre interface, donc on va basculer en CLI pour créer cette application. Donc on est ici en CLI sur un terminal qui permet d'accéder à la plateforme OpenShift. Donc là en l'occurrence, on peut faire un certain nombre de choses comme vérifier que la machine est bien présente. On a aussi le command line qu'on évoquait tout à l'heure, donc virctl, qui permet de faire un certain nombre de choses. Donc là, on peut par exemple, comme on a un agent que NuGuest
installer, requêter et avoir des informations un peu plus précises. Donc on peut faire un virt ctl guest os info donc de la machine test ocp2 dzlab-net. Donc on va retrouver les informations. Donc ça c'est des choses qui sont montées évidemment par GuestOS Info, donc qui peuvent nous intéresser pour manipuler la VM. Donc on peut faire aussi des opérations d'arrêt, de redémarrage, donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur la GUI, sur la console OpenShift. Pas forcément ce qu'on a besoin de faire ici. Donc on va créer une application avec la partie New App d'OpenShift, donc qui va utiliser S2I pour bâtir l'application. Donc ça c'est pas forcément en relation avec la démo, c'est juste pour nous permettre d'avoir une petite application .NET accessible facilement. On va simplement vérifier qu'on est dans le bon projet pour faire cohabiter du coup le pod avec la VM. Alors c'est pas forcément une obligation si on avait permis de faire du trafic vers l'extérieur. L'autre chose aussi qui va être importante pour que cette application puisse accéder à sa base de données, c'est la partie service. Donc on a cette partie MS SQL et en fait si je fais un describe de ce service, je vois que en termes de selector, j'ai la partie qvirt.io testocp des zlab.net. Donc on n'est pas sur un selector qui va mapper sur un pod, c'est un objet donc qui est manipulé par qvirt, mais ça reste un service Kubernetes tout à fait traditionnel, avec pareil, le mapping de port, la redirection, qui va fonctionner de la même manière. Et c'est comme ça en fait que le pod de l'application qu'on va créer va pouvoir discuter avec l'application SQL Server. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va créer cette application directement ici. Donc voilà, donc on va attendre quelques instants que l'application soit créée pour ensuite aller retourner sur la console et puis voir comment tout ça se comporte. Donc là on voit que l'application s'est bien déployée, donc on va notamment aller vérifier au niveau du pod que ça s'est bien déroulé, notamment par rapport à un log au début de l'application. C'est ça qui nous intéresse, que bien pu faire sa connexion par rapport à la base MS SQL. Pour information, la manière dont il va chercher ça en plus du service, c'est qu'il a un secret qui lui permet d'avoir donc ses login passwords qui lui permettent d'accéder dans la base SQL Server. Donc tout ça permet au pod d'accéder aux données qui vont bien. Donc on va aller regarder la route qui permet d'accéder à cette application. Et donc on retrouve bien les datas qu'on avait dans la base SQL Server, donc à savoir les villes. Ce qu'on va essayer de faire, c'est faire des records, donc on va rajouter des villes. Et donc on a les records qui sont faits ici. Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir si c'est bien également présent au niveau de la VM. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc là, on va relancer la requête. Et donc on va bien effectivement apparaître ces deux records qu'on a fait. Alors ce qui est intéressant aussi de voir, si on se met en vue un petit peu développeur, c'est qu'on va avoir effectivement à la fois cette vue VM et puis cette vue déploiement de config. Donc on peut très bien faire des relations de l'une à l'autre pour montrer que c'est bien ce frontal qui discute avec ce back-end qui est sur une machine virtuelle. Et donc c'est ça qui permet de gérer des mécanismes d'application hybride au sens où on a à la fois des conteneurs, comme on le voit ici, et à la fois des VM. Alors toute combinaison étant possible, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, si on revient bien sur la vue administrator, donc dans les workloads, quand on va en virtualisation, donc ça c'est vraiment la vue côté objet VMI, mais côté Kubernetes, ça reste un pod, donc c'est ce virt launcher qu'on voit ici, qui fait vraiment l'interfaçage avec cet objet VMI, et c'est côté OpenShift, par ce biais-là qu'on va faire l'orchestration. Donc c'est ça qui est important en termes de manipulation. Donc justement, pour terminer, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire une migration de cette machine. Alors on va montrer qu'il n'y a pas d'arrêt de service, on va faire juste un petit top pour montrer qu'on est en cours d'exécution d'un process sur la machine. Donc on va ensuite revenir côté virtualisation, puis démarrer une migration. Donc là, on marquera qu'on est sur le worker 2, on a 3 workers. Donc en principe, dans le cas de la migration, il devrait nous bouger sur un autre worker. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va démarrer la migration de la machine virtuelle. Donc ça peut se faire par ce biais-là, ça peut se faire aussi par virtctl ou par API. Donc on va migrer la machine. Donc ce qui va se passer dans le cas de la migration, c'est que il va créer une instance nouvelle. Donc on va la voir ici, typiquement, il va avoir une nouvelle instance du Virt Launcher, donc du coup qui a été créée, celle qu'on voit ici où il n'y a pas encore de ressources, qui a été créée il y a quelques secondes.
Donc il fait cohabiter ces deux instances-là. Là, on voit qu'il y a eu une complétion de l'ancien Virt Launcher, donc ce pod-là n'est plus utilisé. C'est ce nouveau pod qui gère vraiment cette machine côté VMI. Et donc, si on retourne sur la machine, donc on va aller se connecter notamment à la console. Donc on va voir que la partie process stop n'a pas été interrompue. Et ce qui va nous intéresser aussi, notamment, c'est d'aller voir si la donnée SQL est toujours présente, donc c'est le cas. Et côté application donc qui tourne sur un pod, bah, on va faire comme tout à l'heure, on va créer un nouveau record, par exemple la ville de Nîmes, et du coup ici en faisant une nouvelle requête, eh bien on verra la ville de Nîmes apparaître, donc un record qui a bien été fait côté pod. Donc pour résumer, on a importé la machine virtuelle depuis VMware, on a ensuite démarré ce pod qui permet de cohabiter du coup avec cette machine virtuelle pour avoir une application hybride. On a ensuite déplacé cette machine virtuelle. Donc cette machine virtuelle, on n'a pas forcément passé beaucoup de temps tout à l'heure, mais on a bien vu qu'on était en Worker 2, elle est arrivée en Worker 1, bah évidemment, parce qu'on a fait cette migration. Donc tout ça permet en fait d'avoir différents outils pour manipuler des workloads, pas uniquement des conteneurs, donc pas uniquement des objets qui sont Kubernetes natifs, mais aussi des choses qui sont plus legacy, comme des VM. Donc voilà, j'espère que cette démo vous en a appris un peu plus sur OpenShift virtualisation. Voilà, j'espère que cette démo vous a plu. Sachez qu'il y a d'autres démos disponibles sur le site de Red Hat. Et sachez également que vous pouvez vous rapprocher des équipes de Red Hat France si vous souhaitez de plus amples informations sur OpenShift en général ou sur OpenShift virtualisation en particulier. Merci à vous et à bientôt.